Se donner donc le pouvoir aux autres. Dans le futur, les leaders sont ceux qui savent donner le pouvoir aux autres. Pour dire tout simplement que pour exercer le pouvoir que vous avez efficacement, il faut savoir donner une petite parcelle de ce pouvoir donc à autrui pour vous aider. Et bien, la délégation, donner le pouvoir aux autres, ça s'apprend. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour pouvoir le faire? Et bien sûr, quelles sont les attentes à la délégation de tâches? Nous allons en parler sur nos plateaux avec nos invités qui sont déjà installés. Fernando Sessou, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Très bien, et chez vous? Très bien également. Merci de répondre à notre invitation sur la cour commune. Vous êtes entrepreneur et vous allez partager avec nous vos expériences sur le sujet. Saint-Michel Amandidia, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, et chez vous? Très bien. Plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir. Également sur notre plateau ce matin, Roger Lumengino, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous également. Vous êtes enseignant à la retraite, vous êtes parent aussi. Même à la maison, on délègue des tâches et ça ne se passe pas forcément comme on le souhaite. Et Alila Toudraman, bonjour. Bonjour Brunel, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Plaisir grandement partagé. Merci Alilat pour le travail qui est effectué et merci également d'être là pour échanger avec nous donc sur la délégation de tâches. Alors, la délégation, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce mot? Est-ce que c'est aussi facile à cerner quand on parle de délégation de tâches? Fernando Sessou, qu'est-ce que vous en retenez? Brunel, merci déjà, très chers téléspectateurs. Merci pour l'opportunité que j'ai ce matin d'échanger sur un thème d'intérêt et d'actualité. La délégation de tâches consiste tout simplement en le fait de confier une tâche, comme son nom le dit, à un subordonné, à un ou à une subordonnée, afin qu'il puisse réaliser cette tâche-là en lui fournissant le support et les ressources nécessaires, mais en faisant attention à ne pas le substituer et à ne pas être le gendarme derrière lui. Donc, en quelques mots, voilà comment je peux définir la délégation des tâches. Très bien. Lélat? Oui, je partirai de la délégation qui veut dire mandater, donner un pouvoir à quelqu'un, le pouvoir de décision ou d'agir. Et quand on parle de tâches, il s'agit de léguer cette responsabilité ou cette partie de votre responsabilité à un collaborateur afin qu'il fasse une tâche bien définie et déterminée. Ça fait partie, ça relève du management parce que c'est celui qui est le supérieur ou le manager qui délègue une tâche à son collaborateur qui est censé la réaliser selon un timing bien défini. Et ça relève également de la confiance, parce qu'il faut avoir confiance en son collaborateur pour véritablement lui céder une part de vos tâches et attendre que cette tâche puisse être réalisée comme vous auriez voulu que ce soit. C'est vrai que dans la délégation de tâches, c'est un peu difficile parce que même si vous avez confiance en la personne, est-ce qu'elle pourra... On va venir sur les freins justement tout à l'heure. Roger Lumengino. Et oui, bonjour tout le monde. Bonjour. La délégation, comme on le dit généralement, c'est ensemble qu'on a défini l'objectif. Et donc, il faut partager cet objectif avec les collaborateurs et donc donner une partie de votre pouvoir à ces collaborateurs et ensemble, vous allez atteindre cet objectif de sorte que nous puissions être satisfaits à la fin. Voilà. Saint-Michel, quelque chose à ajouter sur tous ces aspects qui ont été abordés? Merci pour la question. Alors, je vais juste déjà résumer. Donc, délégation de pouvoir, c'est déjà confier une tâche, mais c'est aussi donner les moyens et les ressources, comme l'a dit Fernando tout à l'heure. Et enfin, il y a une chose importante que nous ne devons pas oublier, c'est bien sûr le fait que celui qui délègue la tâche ne peut pas être désengagé en fait de la responsabilité de la tâche. D'accord, très bien. Donc, ce n'est pas celui qui effectue finalement la tâche qui est responsable. Alors, pourquoi est-ce qu'on conseille de déléguer? Comme je le disais à l'entame, Bill Gates parle des leaders de demain qui savent plutôt déléguer leur pouvoir à autrui. Pourquoi il faut déléguer une petite parcelle de son pouvoir à une autre personne? Fernando, je reviens à vous. Merci Brunel. Pourquoi il faut déléguer une partie de son travail?
aujourd'hui, vous voyez, en tant que manager, il arrive souvent qu'on se retrouve sous beaucoup de tâches, on se retrouve à exercer beaucoup de tâches dans l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Le manager ne peut pas à la fois tout faire. Déjà, ça c'est un point. De l'autre côté également, le collaborateur qui vient dans votre entreprise pour travailler, il a des objectifs à atteindre. Et si vous ne lui confiez pas des tâches, comment est-ce qu'il peut arriver à atteindre ces objectifs-là? Donc, pour déléguer une tâche, cela revient à vous qui êtes le manager de partager une partie de votre responsabilité avec ce collaborateur-là pour lui permettre de regagner cette confiance en lui-même, mais également de pouvoir s'améliorer. Car ce n'est qu'en forgeant que l'on devient forgeron. Donc la délégation de tâches nous permet de partager nos responsabilités tout en permettant aux collaborateurs de pouvoir gagner en confiance et en compétence. Compétence, très bien. Oui, il a parlé de responsabiliser. La responsabilité, quand vous responsabilisez vos collaborateurs, ils se sentent davantage impliqués parce que ça fait, vous témoignez de la confiance, mais également vous les motivez à donner au-delà de ce qu'ils ont à donner à l'entreprise, à se découvrir d'autres capacités et à s'impliquer davantage. Donc, il y a la motivation parce qu'un collaborateur à qui on délègue une tâche est conscient qu'on lui a fait confiance et donc qu'il faut mériter cette confiance-là en faisant le travail qui lui a été donné. Donc, il y a la responsabilisation et ça permet également à celui qui a délégué les tâches de se focaliser sur d'autres priorités parce que un manager a beaucoup de choses à faire, on l'a dit. Quand il délègue une partie de cette responsabilité, ça lui permet de se focaliser sur d'autres priorités. Et donc, l'entreprise diversifie ses moyens et permet d'atteindre au mieux les objectifs. Atteindre au mieux les objectifs, mais est-ce que si à l'arrivée, on n'atteint pas forcément ce qu'on veut? C'est Michel. Alors, merci beaucoup pour la question. Ce qui est intéressant en termes de délégation, c'est qu'il y a déjà une analyse qui doit être faite. Avant de déléguer, il faut faire une analyse. On ne délègue pas juste parce qu'on a envie de déléguer, mais on délègue dans le but de se concentrer sur des tâches essentielles d'abord, mais aussi de libérer un peu le calendrier du manager. Ensuite, c'est aussi de savoir quelles tâches déléguer véritablement à ses collaborateurs parce que tous les collaborateurs ne sont pas compétents pour réaliser certaines tâches. Et donc, lorsqu'on veut déléguer des tâches à ses collaborateurs, il faut voir déjà si la tâche qu'on veut confier au collaborateur est une tâche attrayante pour le collaborateur. Si elle n'est pas attrayante pour le collaborateur, forcément, on n'atteint pas les objectifs. Et si on n'atteint pas les objectifs, le manager reste quand même la seule personne responsable des objectifs qu'ils doivent être atteints au sein de l'entreprise. Donc, il peut arriver que dans la délégation de tâches, on n'arrive pas à atteindre les objectifs parce qu'en temps, le manager n'a pas pris le temps aussi d'analyser et de voir en quelle mesure celui à qui il veut confier la tâche est véritablement compétent et apte à exécuter la tâche. Très bien. Roger Lumedjino. Oui. Quand on parle de délégation de tâches, il y a cette notion de responsabilité, il y a cette notion d'objectif commun à atteindre, il y a cette question de moyens à fournir, mais il y a aussi que celui qui délègue une partie de son pouvoir doit pouvoir superviser tout ce qui se passe. D'ailleurs, lorsqu'on se met ensemble, forcément, on n'est pas appelé à tout faire. C'est parce qu'on n'est pas appelé à tout faire qu'on a admis d'avoir un certain nombre de collaborateurs. Et ces collaborateurs doivent être à la tâche parce que vous êtes le manager, vous êtes le superviseur. Il y a des sous-tâches que vous êtes obligé de déléguer pour atteindre un objectif. Parce que c'est l'ensemble des sous-tâches qui concourent à la réalisation de l'objectif. Donc forcément, vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez avoir des collaborateurs. Vous devez leur déléguer une partie de votre pouvoir et faire en sorte que vous, en tant que superviseur, vous conduisez toute la tâche à l'objectif à atteindre. Très bien. Alors, tu permets, on a parlé, c'est vrai quand on parle de délégation depuis, on parle de travail, mais il y a la délégation de tâches à la maison, tu l'avais évoqué. Oui, on va l'évoquer tout à l'heure. On va l'évoquer tout à l'heure. En attendant, justement, il y a Saint-Michel qui allait un peu plus sur le processus qu'il faut suivre donc pour pouvoir déléguer efficacement une tâche donnée. Donc déjà, savoir quelle tâche donner. Est-ce qu'on peut donner, disons, un ordre assez chronologique, c'est-à-dire un processus bien défini qu'il faut suivre, que le manager doit pouvoir suivre pour atteindre efficacement l'objectif?
Oui, bien sûr que oui. Dans la délégation, il y a un process. Le premier process, c'est déjà d'identifier en réalité les tâches non essentielles pour le manager. Parce que lorsque vous prenez la fiche de poste d'un manager, il est évident qu'il y a des tâches essentielles et il y a des tâches qui sont non essentielles. Dans ces cas-là, il faut identifier déjà les tâches non essentielles. Ensuite, il faut faire une analyse de ces collaborateurs. Tous les collaborateurs ne sont pas capables de réaliser les tâches que vous voulez leur confier. Je prends par exemple le cas d'un département comptable. Le traitement des factures. Tout le monde n'a pas l'art de traiter les factures de manière efficace. Alors si je vais déléguer une tâche qui consiste à traiter des factures à quelqu'un qui n'est pas apte ou qui n'est pas motivé, parce qu'il y a derrière la délégation de la motivation, il ne va pas véritablement ressentir le besoin d'être performant dans la tâche. Donc, après avoir défini les tâches non essentielles, il est important d'analyser les compétences de ses collaborateurs. Si vous analysez mal, c'est que vous faites une mauvaise délégation. Donc, si vous analysez les compétences de vos collaborateurs, vous allez pouvoir ensuite leur confier des tâches. Mais lorsque vous confiez des tâches à vos collaborateurs, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, il est évident que derrière, vous avez le contrôle hiérarchique. Le contrôle hiérarchique va vous permettre de superviser ce que vous êtes en train de réaliser avec le collaborateur, va vous permettre d'évaluer le niveau d'avancement que vous avez avec le collaborateur. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle dans le processus de délégation, ce qu'on appelle la phase de coaching. Celui qui a reçu délégation de faire quelque chose n'arrive pas véritablement à être performant sur la tâche malgré toute sa motivation. Oui. C'est à son manager de pouvoir le coacher, l'emmener à réaliser la tâche de manière performante pour que par la suite, qu'il devienne indépendant et qu'il puisse véritablement être quelqu'un sur qui on peut compter dans cette tâche-là. Mais il faut toujours vous rappeler qu'à la fin d'une délégation, il faut toujours évaluer la délégation, évaluer la performance du collaborateur à qui on a confié la tâche. Très bien. Alors, vous avez parlé de choisir le profil de la personne à qui on veut déléguer. Et si, bon, quand on voit un peu, on ne sait pas trop ce que je vais déléguer comme tâche à la personne. C'est-à-dire, vous avez des choses à faire, mais vu le profil de la personne, vous dites que finalement, ça sera un double travail que de le laisser faire une petite parcelle de choses à faire parce que de toute façon, derrière, vous allez revenir pour corriger. Et finalement, vous n'allez pas vraiment évoluer. Il y a un premier point, il y a un aspect qu'on ne voit pas en matière de délégation, c'est la connaissance de ses collaborateurs. Si je suis un manager, c'est que je connais mes collaborateurs. Si je suis un chef de famille, c'est que je connais mes enfants. Il y a des enfants, par exemple, qui n'acceptent pas. Peut-être que vous leur déléguez des tâches liées, par exemple, à la lessive, au balayage et autres. Donc, il faut connaître ces enfants. Il y a d'autres enfants, par exemple, dès que vous dites « Ah, il faut que tu ailles balayer », bon là, lui, il est très content. Donc, il faut connaître déjà les personnes avec qui vous travaillez pour pouvoir faire de la délégation. De la même manière qu'un chef d'entreprise connaît ses directeurs centraux, de cette même manière-là, les directeurs centraux doivent connaître leurs collaborateurs. Le chef de famille doit connaître ses enfants, son épouse, son époux, pour pouvoir, dans des mesures données, déléguer certaines tâches. Pour des représentations, par exemple, en famille, je peux dire, par exemple, à mon épouse d'aller me représenter. Mais parfois, vous voyez que l'épouse, elle n'est pas très contente d'aller représenter parce qu'elle n'aime pas aller en famille. Donc là, je vais peut-être demander à Fernando, qui est mon frère, d'y aller. Donc en fait, c'est aussi la connaissance, c'est en amont de toute activité de délégation. Fernando. Oui, au-delà de cette connaissance, je pense que c'est du temps peut-être perdu au début, mais c'est du temps qui sera bien investi. Parce que lorsque vous prenez le temps de former votre collaborateur à la tâche, peut-être qu'aujourd'hui il n'a pas encore les compétences pour le faire. Cela dépend également de la nature de la tâche et disons de la deadline, du délai dans lequel vous devrez livrer votre, disons, la tâche là. Et cela dépend également de vous, le manager. Lorsque vous vous retrouvez à confier une tâche à un collaborateur, peut-être à quelques heures du délai, ne soyez pas surpris que, vu ses compétences, il ne puisse pas s'en sortir. Mais lorsque vous êtes quelqu'un de proactif, que vous prenez le temps de confier à vos collaborateurs des choses peut-être qui ne sont pas tout de suite importantes, mais qui sont urgentes, cela leur permet également de se développer et de travailler. Et vous les formez également, vous leur donnez cette formation qui leur permet d'aller sur ces tâches et de se découvrir et d'améliorer leurs compétences. Et au-delà de cela également, il y a un aspect très important qui est la communication. Quand vous confiez une tâche à un collaborateur, il faudrait être clair sur les objectifs de cette tâche.
afin qu'on ne se retrouve pas à la fin de la tâche exécutée avec des résultats qui ne seraient pas forcément ce qu'on voulait au départ. Parce que lorsqu'on connaît exactement les résultats, c'est certainement peut-être au collaborateur de définir peut-être lui-même ses moyens, mais en fin de compte, qu'on ait le résultat, c'est le plus important. Donc la connaissance de votre collaborateur, le choix du profil, la définition claire de l'objectif ou bien du résultat attendu et la liberté à laisser au collaborateur pour qu'il puisse utiliser la méthode qui lui convient le mieux et les feedbacks répétitifs afin qu'on puisse s'assurer que les résultats seront atteints à temps. Merci. Pardon, je voudrais ajouter, en plus de tout ce qui a été dit, on a parlé de confiance, on a parlé du choix de profil, on a parlé des résultats à définir dès le départ. Il faut également mettre les ressources qu'il faut, permettre aux collaborateurs, d'être dépendants. C'est vrai qu'il faut superviser, il faut être à l'écoute, il faut être disponible, il faut se dire, à une semaine par exemple, on fera le point pour être sûr que le travail évolue comme il faut, mais il faut laisser l'autonomie aux collaborateurs. Vous, c'est le manager. Le collaborateur a également sa façon de travailler, sa façon de gérer les choses. Donc, il ne faut pas que le manager pense que ce sera forcément de la même façon que lui l'aurait fait que le collaborateur. L'essentiel, c'est d'atteindre les résultats, d'être là et de diriger, d'orienter s'il le faut et lui rappeler les objectifs à atteindre, les échéances, l'accompagner, être à l'écoute à tout moment. Ce n'est pas parce qu'on a délégué qu'on va se dire, bon, c'est une responsabilité de moins, donc je l'attends dans une semaine, c'est le délai, je l'attends pour que quand le délai sera là, il puisse venir me dire le travail est fait. Non, à tout moment, il peut revenir et dire, ah oui, j'ai tel blocage et vous devriez être disponible pour l'orienter s'il le faut. Oui. Très bien. Alors, Saint-Michel avait abordé un peu le pan de la famille et je voudrais quand même demander à Roger Lumegino si justement toutes les tâches qu'il arrive à déléguer, sûrement les enfants sont grands aujourd'hui, mais est-ce que il se retrouve peut-être un peu dans l'exemple que Saint-Michel a donné tout à l'heure sur le fait que certains enfants aiment bien faire ceci ou cela alors que d'autres pas du tout. Roger Lumegino. Et lorsque vous avez vos enfants, d'abord il faut les connaître. Et c'est en les connaissant que vous êtes susceptible de leur donner des tâches à accomplir. C'est d'abord le premier pan de la question. Connaître à fond ces enfants. Parce que lorsque vous voulez déléguer des tâches en famille, c'est une façon de faire tourner la machine quand même vous n'êtes pas là. Et lorsque l'enfant n'est pas compétent dans la tâche que vous voulez lui confier, vous soyez presque certain que la tâche ne va pas aboutir, que l'objectif ne sera pas atteint. Donc la première chose, c'est de connaître d'abord l'enfant. Lorsque vous connaissez l'enfant, vous savez quel genre de tâche il faut lui confier. Quand l'enfant est nerveux, il faut savoir qu'il ne faut pas lui confier des tâches où il va se battre là-bas. Il faut faire en sorte qu'il soit un enfant pondéré, capable de discuter, capacité de négociation, etc., pour pouvoir atteindre l'objectif que vous lui fixez. Et dans cette stratégie, il faut voir si c'est un garçon, il faut voir si c'est une fille. Parce que vous savez, dans les familles et surtout en matière de négociation, les femmes, excusez-moi, ont une capacité extraordinaire de négociation. Parce qu'elles ont un atout. L'atout qu'elles ont, c'est leur sourire. Et lorsque vous envoyez une femme à une négociation, il y a beaucoup de chances qu'elle puisse aboutir à la négociation, qu'elle puisse aboutir au résultat attendu. Mais quand vous envoyez un garçon et que vous trouvez que dans cette situation-là, l'homme n'est pas capable de faire ce qu'il faut, il faut choisir alors l'enfant qu'il faut, le tempérament de l'enfant pour aller faire ce travail-là. C'est très, très important. La fille d'abord, et puis après le garçon, et choisir le tempérament. Si vous êtes aîné, il n'est pas évident que vous pouvez assurer toutes les tâches. C'est d'abord la connaissance de l'enfant, le tempérament de l'enfant et le sexe de l'enfant. Très bien. Tempérament, sexe et autres. Alors, quelles sont les tâches que vous déléguez le plus souvent et comment est-ce que vous arrivez à suivre, je vais faire un tour de table en dehors de la famille, bien sûr, au boulot. Quelles sont les tâches que vous arrivez à déléguer le plus souvent à vos collaborateurs et comment vous suivez cela? Saint-Michel. Ok, alors, déjà,
c'est un peu difficile pour un entrepreneur de déléguer, surtout quand vous êtes entrepreneur individuel, c'est un peu difficile parce que vous avez appris de manière générale à tout faire. Ouais. Mais il arrive à un moment donné où vous êtes obligé de pouvoir de déléguer en fait vos responsabilités. Et à ces moments-là, ce que vous devez déléguer, ce sont les tâches non essentielles. C'est-à-dire par exemple la gestion de la clientèle, la prospection, tout ce qui a rapport généralement à l'administratif. Parce que le plus important aujourd'hui pour vous, c'est de pouvoir vous concentrer sur des tâches liées par exemple à la conception de nouveaux produits, au développement du marché de votre entreprise. Et le plus important pour vous aussi en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir faire évoluer votre chiffre d'affaires. Et donc tout ce qui ne vous permet pas d'être libre pour vous concentrer sur le développement de votre marché, le développement de nouveaux produits et l'évolution de votre chiffre d'affaires, vous pouvez le déléguer à des collaborateurs, quitte à vous laisser du temps pour travailler sur ce qui est plus important. Parce que rappelons-le, la délégation aussi c'est fait pour ça, pour que le manager puisse véritablement être concentré sur ce qui est très important pour l'entreprise et aussi pour que le manager puisse apprendre autre chose. Parce que le simple fait de déléguer permet à ce que vous allez apprendre autre chose. Et mieux vous apprenez autre chose, et mieux vous devenez performant, et mieux aussi vos collaborateurs vont pouvoir bénéficier plus tard de la délégation qui va leur permettre aussi de se développer et de devenir performant en entreprise. Très bien. Fernando? Merci bien pour cette question. Je pense qu'en matière de délégation des tâches, il y a une notion également qui est très importante, c'est la gestion du temps. Et il y a une célèbre matrice qu'on appelle la matrice d'Eisenhower qui nous permet de déléguer ou bien de répartir notre temps, de répartir nos tâches en fonction de deux aspects très importants que sont l'urgence et l'importance. À chaque fois que nous décidons de faire telle tâche ou telle autre, c'est parce que nous avons jugé qu'elle est soit urgente ou qu'elle est soit importante. Donc les tâches qui sont urgentes et importantes, évidemment, on ne les délègue pas comme cela parce qu'elles revêtent d'une certaine importance pour l'entreprise. Mais les tâches qui sont importantes et qui ne sont pas urgentes, ces tâches, vous pouvez les planifier vous-même et les faire. Mais les tâches qui sont les plus susceptibles d'être déléguées sont les tâches non importantes mais urgentes, car elles vous permettent de pouvoir laisser cette partie de pouvoir à votre collaborateur sans que cela ne décline directement sur votre chiffre d'affaires par exemple, parce qu'il a le temps peut-être de faire des erreurs, ce n'est pas des tâches qui sont trop importantes, mais vous devez le faire, vous n'avez pas le temps pour le faire, vous pouvez les lui confier. Ces tâches par exemple, ce sont les tri des emails par exemple chez nous, c'est peut-être des tâches que vous allez lui confier où il a une latitude, quand même une marge d'erreur pour que vous puissiez le laisser apprendre. Donc, en quelque sorte, je pense que les tâches les plus susceptibles d'être déléguées sont celles-là qui sont urgentes pour vous, mais que vous n'avez pas le temps d'exécuter, mais qui ne sont pas forcément importantes et sur lesquelles le collaborateur a la latitude de pouvoir faire 1 ou 2 erreurs, apprendre et évoluer tout en se motivant lui-même. Oui, puisqu'on parle d'entrepreneurs et que nous sommes des entrepreneurs, on est obligé de donner nos exemples, bien évidemment. Bon, je pense que, comme il a dit, Fernando, c'est des tâches qui sont urgentes et parfois pas très, très importantes. Des tâches qui, si vous les confiez aux collaborateurs, vous ne risquez pas, d'ici quelques jours, de courir plus vite que le temps que vous avez perdu pour pouvoir arranger le chiffre ou les chiffres que vous devriez faire. En entreprise, souvent, on délègue les tâches de livraison, des tâches de gestion de stock, mais les tâches de production, souvent non, parce que on est déjà, quand on parle de production, il faut savoir que vous avez votre façon de faire et c'est cette façon de faire là qui garantit la spécificité de votre entreprise. Donc, vous ne devriez pas non plus la déléguer à toutes les personnes, à moins que ce soit des collaborateurs qui sont à la fois et qui investissent dans l'entreprise comme vous. Donc, c'est souvent ces tâches-là qu'on confie. Maintenant, quand il s'agit d'une entreprise où vous êtes le manager n'est pas le responsable de l'entreprise, ça peut être également une tâche sur laquelle, même quand ce n'est pas lui qui l'a fait, il n'y aura pas de répercussions qui pourra plomber l'entreprise parce que au-delà de tout, c'est de votre responsabilité. On l'a dit, même quand vous déléguez, la responsabilité vous revient. Vous n'allez pas déléguer quelque chose qui pourrait faire tomber l'entreprise, dont la responsabilité vous incombera plus tard. Savoir quelle tâche déléguer. Et Roger Lumengino. Savoir quelle tâche déléguer.
Il faut d'abord dire que lorsqu'on est chef d'entreprise, on est responsable de tout. Il y a ce qu'on appelle des tâches intellectuelles et des tâches physiques. Les tâches physiques, c'est généralement assumé par nos collaborateurs pour la plupart du temps. Et les tâches intellectuelles, c'est aussi assumé par nous-mêmes d'abord, parce que nous constituons une référence à laquelle le collaborateur doit s'attacher pour pouvoir recevoir des explications, des instructions, des précisions sur la tâche que vous lui avez confiée. Lorsqu'on parle d'entreprise, lorsque nous prenons un cas précis, moi je suis par exemple dans la restauration, je suis responsable de mon entreprise, il y a par exemple les services, il y a la cuisine, il y a le marketing, il y a l'image du restaurant que je représente tout ça là à la fois. Mais lorsque je représente tout ça là à la fois, je ne peux pas être à la fois à la cuisine, au service. Je dois déléguer une partie de ma responsabilité. Et lorsque je délègue, il faut que je donne un délai, il faut que je donne des précisions, il faut que je donne les moyens pour atteindre ces tâches-là que j'ai données. Donc, moi, je suis souvent à la réflexion. Comment il faut faire pour que ça aboutisse? Les autres sont à la tâche. C'est ce que j'appelle délégation physique. Mais moi, je suis à la réflexion sur ce qu'on appelle délégation intellectualisée. Moi, je suis toujours dans la forme de réflexion pour pouvoir faire aboutir mon entreprise pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés. Et lorsque je suis dans cette tâche-là, il faut qu'on me laisse le temps de réfléchir. Parce que je dis que c'est la tâche la plus intellectualisée que moi j'incarne dans l'entreprise. Il faut qu'on me laisse le temps. Il faut que j'ai les moyens, le cadre nécessaire pour pouvoir parvenir à réfléchir correctement. Et lorsque j'atteins un objectif, lorsque je conceptualise une tâche, et que c'est bien élaboré dans mon esprit, je l'explique. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle la phase d'explication. Dès lors que vous ne restez pas ensemble, votre collaborateur, pour expliquer correctement les objectifs à atteindre, pour donner le délai, pour donner les moyens, et que vous ne lui permettez pas de communiquer régulièrement avec vous parce que vous êtes patron, ne vous appelez jamais, ce n'est pas possible. Il faut que vous puissiez appeler votre collaborateur et vous lui donnez la latitude de vous appeler à n'importe quel moment, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Je dis bien que ce soit le jour ou la nuit, parce que vous voulez atteindre des objectifs. Et généralement, ça se passe en privé, dans les entreprises privées. Il faut donner l'opportunité aux collaborateurs de vous appeler à n'importe quel moment, de poser n'importe quel problème, de ne pas avoir peur de l'image que vous représentez. Et en cela, la confiance s'établit. Une confiance durable et qui pourrait pousser loin votre entreprise. Très bien. Merci Roger Loumedjilou. Je vous propose de marquer une pause et on revient. Voilà, retour sur le plateau avec nos invités pour toujours parler de délégation. Alors, lorsqu'on est collaborateur, quand on vous délègue une tâche, comment est-ce qu'il faut accueillir cette tâche-là et comment est-ce qu'il faut mener à bien cette tâche? Parce que ce n'est pas toutes les tâches, justement, qu'on vous confie que vous avez envie de faire. Même si vous n'avez pas envie de les faire, il faut quand même, disons, marquer cette confiance que l'autre a en vous et pouvoir renouveler à plusieurs reprises le fait qu'on vous attribue encore les tâches pour pouvoir les faire. Allez, oui, je pense que quand on vous délègue une tâche, vous mesurez la responsabilité et la confiance qu'on porte en vous. Déléguer une tâche, vous n'êtes pas le seul dans l'entreprise et je suppose que vous n'êtes pas non plus le seul à avoir le profil. Si on vous a choisi, il faut mesurer la confiance qu'on a portée en vous et c'est en fonction de cette confiance que vous devriez savoir que c'est une responsabilité et que vous avez l'obligation d'atteindre les objectifs pour lesquels on vous a confié cette tâche-là. Donc, quand vous accueillez cette délégation de cette façon-là, vous vous donnez et vous faites tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. C'est souvent heureux parce qu'on se dit, ah, notre chef a confiance en nous. Ah, ça veut dire, nous-mêmes, il faut être ouvert. Ça vous permet d'apprendre d'autres choses, de pouvoir expérimenter de nouvelles choses, de pouvoir faire d'autres expériences et découvrir d'autres horizons. Donc, si on accueille cette délégation de cette façon-là,
que vous le voulez. Parfois, on a des compétences qu'on ignore. Et donc, quand on vous délègue une tâche, quand vous l'accomplissez, vous vous rendez compte que, au fond, vous étiez capable de faire ci ou de faire ça. Et donc, ça vous permet d'avoir un peu plus confiance en vous, de découvrir d'autres talents et de servir davantage l'entreprise et après vos propres intérêts. Après. Fernando. Merci. Je pense que dans un premier temps, il faut se rassurer qu'on comprend exactement ce que le supérieur attend de soi. Oui, on t'a confié une tâche, mais il faut évaluer pour voir si vraiment tu as compris ce que l'on attend de toi. Et après cela, il faut également se rassurer qu'on a les compétences pour pouvoir réaliser cette tâche-là. Il n'y a pas de honte à dire à son supérieur qu'on n'a jamais effectué telle ou telle tâche. Et ce faisant, le supérieur peut alors t'introduire dans une formation ou plutôt te donner quelques ressources pour t'aider à mieux exécuter cette tâche-là. Je pense que c'est les 2 points les plus essentiels pour commencer déjà. Et maintenant, lors de l'exécution de la tâche, il est important que vous sachiez, comme elle vient de le dire, que c'est une opportunité que vous avez de prouver qui vous êtes, ce que vous savez faire. Parce qu'il y a de ces patrons, lorsqu'ils vous confient une tâche et que vous risquez que vous ne la faites pas bien, il ne vous en confie plus d'autres. Alors vous avez l'opportunité de montrer qui vous êtes, ce que vous pouvez faire et surtout de communiquer. De revenir, de dire au chef, avant avait commandé ceci, j'ai pu le faire à tel niveau. Voici les obstacles que j'ai affrontés, voici ce que j'ai appris, voilà ce que j'attends de vous. Et ainsi, avec cette communication, on a plus de chances de pouvoir non seulement atteindre les objectifs, mais de le faire pour que les fois à venir, on puisse toujours se référer à vous et vous confier encore d'autres tâches. Très bien. Roger Loumedjino. Confier une tâche, donner un pouvoir de délégation à son collaborateur. Je rappelle que vous êtes dans un processus permanent de formation et de renforcement des capacités. C'est un processus, c'est une formation qu'on vous donne. Et il faut faire très attention à la formation au quotidien qu'on est en train de vous donner. Et je voudrais rappeler que lorsqu'on veut déléguer une tâche à un collaborateur, il faut éviter de toujours choisir le même collaborateur. Sinon, on dira qu'il y a acquaintance entre le manager, le responsable de l'entreprise et ce collaborateur-là. Il faut faire très attention. Mais il faut toujours dire que lorsque nous déléguons une partie de notre pouvoir à des collaborateurs, nous sommes dans un processus de formation. Nous sommes dans un cycle de formation. Nous voulons donner un peu de nous-mêmes aux collaborateurs et nous voulons en fait lui dire ce que je suis en train de faire, tu peux le faire, il faut te mettre à l'apprendre et demain peut-être que tu vas créer une même entreprise que moi, tu sauras comment il faut faire, etc. etc. C'est Michel. Merci pour la question. Alors, pour moi, je pense que lorsqu'on délègue une tâche à un collaborateur, la première démarche dans laquelle le collaborateur doit être, c'est déjà dans une démarche d'analyse. Déjà analyser la tâche pour véritablement comprendre les contours et les pourtours de la tâche, mais aussi être dans une démarche de feuille de route, parce que une délégation de tâches ou de pouvoir induit forcément un deadline. Et donc, si on veut être performant, c'est déjà de comprendre la tâche, mais de pouvoir rendre aussi la tâche dans les délais dans lesquels on nous a fixés. Et donc, il est important, lorsque je reçois une tâche de mon supérieur hiérarchique, de comprendre la tâche et de décomposer aussi la tâche, parce que parfois, on a une tâche qui n'a l'air de rien, mais qui en réalité devient une tâche complexe. Donc, il est important de décomposer la tâche et de pouvoir ensuite trouver la bonne feuille de route pour pouvoir rester dans les délais et pouvoir rendre sa tâche. Ce qui est évident en matière de délégation de pouvoir, c'est que c'est toujours une expérience formidable d'apprendre quelque chose de nouveau, de pouvoir faire quelque chose de nouveau. Et il est important aussi, parfois, pour l'employé de demander à faire certaines tâches qui quand même sont complexes, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on vous confie les mêmes tâches, vous finissez par devenir un expert dans la tâche. Et à un moment donné, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, il faut passer à autre chose. Donc parfois aussi, le collaborateur peut demander à son manager de pouvoir aller sur des tâches un peu plus complexes pour prouver quand même qu'il gagne en compétences, qui gagnent en background au sein de l'entreprise. Alors, est-ce que vous êtes déjà arrivé de confier des tâches pour lesquelles vous n'avez pas du tout eu le résultat à escompter, et comment vous avez réagi? Je voudrais bien savoir. Alors, bien sûr que oui, il arrive des fois où vous confiez des tâches et vous n'avez pas le résultat escompté. La bonne démarche à avoir, ce n'est pas de devenir le patron agressif qu'on a l'habitude de voir dans la zone Afrique, mais c'est de plutôt être
quelqu'un qui analyse les faits. Parce qu'un collaborateur qui n'est pas performant, il y a forcément une raison. Et moi, je dis toujours, lorsque vous avez un problème en face, il faut rechercher la cause. Il ne s'agit pas d'agir sur les effets, mais il faut rechercher la cause. Un collaborateur qui n'est pas performant, soit il a des difficultés à comprendre véritablement les objectifs qui lui ont été fixés, soit il n'a pas véritablement les compétences qu'il lui faut pour exécuter la tâche, soit véritablement il n'est pas dans la bonne condition morale, dans la bonne condition psychique pour pouvoir exécuter la tâche. Je prends un exemple simple. Un collaborateur qui a perdu un parent proche, son épouse ou un enfant. Toutes les tâches que vous allez lui confier, ne soyez pas en attente d'avoir un résultat performant parce que dans le moment présent, il n'est pas là psychologiquement, il n'est pas là mentalement. Et donc, forcément, il n'arrivera pas à être performant. Donc, il ne s'agit pas d'être agressif, mais de rechercher la cause. Parce que la cause vous emmènera à proposer des solutions et à rendre plus performant votre collaborateur au sein de votre entreprise. Exemple, Fernando? Oui, je pense que ça arrive tout le temps. Tout le temps que vous confiez des responsabilités à votre collaborateur, il peut arriver, ça arrive très souvent. Par exemple, nous sommes dans les cours de langue et il arrive qu'on reçoit des clients et que l'on confie à des collaborateurs et qui, pour une raison ou une autre, n'arrivent pas à satisfaire ce client-là comme il se doit. Mais ce n'est pas forcément, comme vient de le dire Saint-Michel, à vous d'être agressif et de commencer par lui parler d'une certaine manière. Mais l'essentiel d'instaurer une certaine communication qui vous permet d'aller au contact de votre collaborateur pour savoir ce qui a fait qu'il n'a pas pu libérer cette tâche-là à temps, qu'il n'a pas pu satisfaire aux besoins que l'on attendait de lui et de pouvoir faire cette communication afin que les fois à venir, il puisse non seulement apprendre de cette tâche qu'il n'a pas bien exécutée, mais qu'il puisse également pouvoir accomplir cette tâche d'une meilleure manière les fois à venir. Donc pour moi, tout réside dans la communication, aussi bien en amont, pendant l'exécution de la tâche et surtout après pour savoir pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les fois à venir, ce collaborateur puisse être à l'aise dans cette tâche-là et puisse aller au-delà de ses moyens. Car c'est cela qui compte. Quand on te confie une tâche, tu as l'obligation, pas forcément d'atteindre les résultats, mais d'apprendre de cette tâche afin que les fois à venir, tu puisses performer pour le bien de l'entreprise. Roger Loubenjino, un exemple qui vous a marqué? Non, lorsque vous êtes en délégation de pouvoir, pour le responsable, il y a deux types de réactions. Soit vous rentrez dans une colère noire, vous indisposez tout le monde. Oui. Et là, c'est la réaction généralement excusez-moi, de nous, Africains, qui ne comprenons pas. Parce que l'entreprise, c'est un processus. Et lorsqu'on parle de processus, dans votre entreprise, il y a, disons, tous les types d'individus. Il y a des individus qui marchent très bien. Il y a des gens qui sont à compréhension très lente. Il y a des gens qui comprennent très vite. Donc, il y a des gens qui peuvent vite vous amener à atteindre l'objectif. Par conséquent, si des gens, évidemment, quand l'objectif est atteint, quand la délégation est bien réalisée, on se porte très bien. Tout le monde est heureux. C'est ça. Mais généralement, lorsque l'objectif n'est pas atteint, ça c'est sur ce cas-là que je voudrais insister, il faut vous poser beaucoup de questions. Soit il a besoin d'un renforcement de capacité, soit il a besoin qu'on l'envoie carrément en formation. Là, ce n'est pas un renforcement de capacité. Il faut qu'il aille apprendre. Retourne en formation. Retourne en formation, parce que autant il retourne en formation, autant il est performant, il va avoir des répercussions sur votre entreprise. C'est pour ça que lorsque de temps en temps vous faites délégation de pouvoir, il faut aussi passer à la phase d'observation. Parce que la finalité de la délégation de tâches, c'est que vous souhaitez que votre entreprise soit plus performante. Et dans cette phase d'observation de votre collaborateur, vous pouvez apprécier s'il fait bien ou s'il ne fait pas bien. Mais attention, il y a d'abord, comme beaucoup l'ont déjà dit, une phase importante, c'est la phase d'explication. Parce que si le collaborateur ne comprend pas ce que vous lui demandez de faire, il ne pourra jamais aller de l'avant. La phase d'explication et la phase j'appelle ça le va-et-vient. S'il ne comprend pas, il vous appelle. S'il ne comprend pas, il vous appelle et vous expliquez davantage. Parce que on dit généralement que la répétition est pédagogique. Il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter.
Et lorsque vous répétez beaucoup et qu'il comprend, forcément, s'il est intelligent, il doit pouvoir aller de l'avant. S'il est intelligent, il est intelligent. Dans le cas contraire, il ne faut pas être fatigué de répéter. Il ne faut pas être fatigué de répéter. C'est important. Parce que le responsable est répétiteur. Le directeur est répétiteur. Il ne doit pas se fatiguer. Parce qu'il n'est pas déjà dit que lui, lorsqu'il vient dans votre entreprise, il connaît tous les b.a.-ba de l'entreprise. C'est vous qui êtes censé, le directeur, c'est vous qui connaissez pratiquement tout, mais vous ne pouvez d'ailleurs pas comprendre tout. Et c'est parce que vous ne comprenez pas tout que vous avez des collaborateurs. Oui, quand je disais que c'est de l'intelligence, même quand il n'en a pas, il faut... Mais même quand il fait des allées et venues, il faut savoir dans quel style lui expliquer à nouveau. Parce que si vous vous emportez, vous êtes fatigué d'expliquer tout le temps, vous allez vous emporter, vous allez répéter, ça ne va pas rentrer, il ne va pas comprendre en fait. Il va avoir peur de mal faire et mal faire. Il n'aura même pas de revenir encore. En effet, même s'il est obligé de revenir, le simple fait de lui crier dessus pour lui expliquer, ça va le déstabiliser. S'il n'est pas fort mentalement, au lieu de bien faire, quand il va retourner, il va oublier, il va se demander, mais qu'est-ce qu'il veut finalement que je fasse? Et il va répéter les mêmes erreurs un jour. Bon, vous allez lui dire, tu es incompétent, on s'arrête là. Alors que c'est vous qui êtes un mauvais manager. Parce qu'un manager, il connaît ses collaborateurs et il doit savoir comment prendre chaque collaborateur pour atteindre des objectifs. Ce n'est pas celui qui dit une, deux fois et qui veut que le collaborateur soit comme le plus intelligent, qui comprend facilement. Non, c'est en fonction de celui qu'on a, qu'on sait comment communiquer et atteindre des objectifs. Quand l'objectif n'est pas atteint, soit c'est vous, c'est la communication, ou c'est dans la communication et c'est dans le management. C'est vous qui n'avez pas bien expliqué, il n'a pas bien compris, ou vous n'avez pas suivi les étapes qu'il faut pour lui permettre d'atteindre les objectifs. Oui. Très bien. Alors, nous allons installer un autre invité sur le plateau, mais en attendant, Fernando, je vais quand même prendre votre mot de fin avant de vous laisser partir sur la délégation de tâches, Fernando. Merci beaucoup, Brunel. Merci, très chers collègues. Merci, très chers spectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger sur des thèmes d'intérêt. Et aujourd'hui, la délégation de tâches, je pense, c'est un aspect très important de toute entreprise qui veut croître, qui veut performer. Parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne le dira jamais assez. Et dans cette pratique de ne pas pouvoir tout faire, il est important que vous sachiez vous entourer des bons collaborateurs et pouvoir quand même leur confier cette parcelle de pouvoir que vous avez pour que non seulement ils puissent vous aider à mieux atteindre vos objectifs, mais également pour que eux aussi puissent apprendre, pour qu'ils puissent évoluer. C'est là que la délégation de tâches prend tout son sens. Et pour moi, quelque chose de très important, c'est la communication. La communication avant, la communication pendant et la communication après. Merci beaucoup pour cette opportunité. Fernando Sessou, merci infiniment. Vous êtes entrepreneur. Je vous souhaite une excellente journée. Retour en plateau pour installer Wilfried Kwesi. Bonjour. Bonjour Brunel. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Merci de rejoindre notre plateau. Vous êtes coach en développement personnel. Un plaisir de vous avoir avec nous. Nous parlons de délégation de tâches. Alors, à l'entame de cette émission, nous disons donc qu'il faut faire le choix des tâches à déléguer. Encore faudrait-il accepter de déléguer des tâches? On le disait un peu plus tôt. Comment accepter de déléguer les tâches? Parce que quand on est entrepreneur, quand on est manager, on a l'habitude justement de faire beaucoup de choses et on ne voit pas forcément l'importance de déléguer ces tâches-là parce qu'on se dit que seul, on va beaucoup plus rapidement. L'acceptation même de déléguer les tâches. Wilfried Kwesi. Ok, merci, le plaisir est partagé. Je remercie votre chaîne pour la qualité des émissions que vous faites et les thèmes que vous abordez. Merci. La délégation de tâches s'impose dans certains environnements. Nous avons des environnements où il faut forcément déléguer les tâches parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas vous en sortir. Il y a tellement à faire qu'à un moment donné, il faut pouvoir permettre aux collaborateurs de toucher à certaines tâches qui ne nécessitent pas forcément un grand niveau de réflexion. Parce que vous savez, quand vous êtes en haut, vous êtes manager, vous êtes souvent pour les tâches de vision, les tâches stratégiques, et les tâches d'exécution, celles qui vont nécessiter moins d'intelligence, surtout dans l'orientation, vous devez les déléguer. Si vous ne les déléguez pas, vous serez à un moment donné saturé, vous ne pouvez pas y arriver. L'entreprise même va stagner parce que les mêmes personnes vont vouloir concentrer toutes les attributions. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que dans la délégation des tâches,
lorsque celui qui délègue n'est pas quelqu'un de patient ou qui n'est pas favorable à la communication, il délègue mal et le rendu n'est pas bon. Et quand il vit une mauvaise expérience, il se dit, bon, je prends des résolutions, les fois à venir, je fais ça moi-même. Donc, quand vous avez un supérieur qui dit, je fais ça moi-même, sachez que, bon, il n'est plus favorable à la délégation et ça va faire traîner les choses. Non seulement l'entreprise est en danger, parce que le jour où lui n'est plus là, personne ne pourra faire exactement ce qu'il faisait. Or, il faut qu'il rentre dans le processus, comme le disait M. le maire Dinan, pour que petit à petit, en faisant des erreurs, le collaborateur ou l'assistant puisse monter, gagner en confiance, gagner en compétence pour la performance de l'entité. Très bien. Seb? Difficulté à acceptation de déléguer, en fait. Je pense que la première cause pour laquelle on n'accepte pas de déléguer, c'est déjà la peur. Il y a beaucoup de personnes qui ne délèguent pas parce qu'ils ont peur par la suite d'être challengés par les personnes à qui c'est pas faux aussi. Hein? elles délèguent leur pouvoir. Donc, c'est déjà la peur. Maintenant, en termes d'acceptation, je pense que c'est une question d'altitude et d'attitude. Parce que d'une manière ou d'une autre, arrivé à un moment donné, il faut déléguer. Comme l'a dit Wilfried tout à l'heure, vous êtes obligé, arrivé à des moments donnés, lorsque vous êtes à des tâches stratégiques, de pouvoir déléguer certaines tâches parce que vous avez besoin de réfléchir plus. Vous avez besoin d'être dans une dimension de conception. Et à ces moments-là, vous avez besoin de vous libérer des tâches non essentielles, comme je le disais depuis le début, pour pouvoir véritablement vous concentrer à quelque chose d'autre. Et généralement aussi, ce à quoi moi je pense en déléguant, c'est que mieux vous déléguez et mieux vous avez du temps pour apprendre quelque chose de nouveau. Plus vous allez être confiné à faire toutes les tâches qui sont mises dans votre profil, et mieux vous aurez de la difficulté à apprendre quelque chose de nouveau. Je vais vous donner un exemple simple. Oui. Lorsque vous avez l'expertise, par exemple, sur des tâches, je dis n'importe quoi, hein, sur des tâches liées à la gestion d'un portefeuille client, et qu'à un moment donné, vous restez chef de division pendant 20 ans, et que vous ne voulez pas déléguer votre pouvoir à quelqu'un d'autre pour pouvoir quand même aller apprendre autre chose et pouvoir évoluer, vous resterez forcément à ce poste-là pendant 30 ans et vous serez comme un carriériste. Donc, à un moment donné, il faut apprendre à déléguer des tâches pour soi-même se libérer, pour apprendre, pour découvrir autre chose et pour pouvoir soi-même postuler à des niveaux un peu plus hauts dans la hiérarchie. Donc, il est important de faire un travail mental sur soi-même en termes d'attitude, mais aussi prendre de l'altitude par rapport à tout ce qui se dit par rapport à la délégation. Je sais que généralement dans le public, on n'aime pas ça, parce que dès que vous faites de la délégation dans le public, après, bon, c'est beaucoup d'histoires de challenge. Donc, mais il faut quand même faire un effort sur soi-même pour pouvoir arriver à déléguer aux autres, l'accepter, parce que ça fait du bien à tout le monde, à vous, à celui à qui vous déléguez, mais aussi à l'entreprise, comme l'a dit le coach tout à l'heure. Oui, c'est également une marque de confiance en soi. Parce qu'on ne va pas dire, on ne va pas craindre que celui à qui vous laissez une place de votre pouvoir puisse désormais mieux faire que vous ou challenger, devenir votre challenger et, comment on dit, espérer vous remplacer d'ici là. Oui. Mais quand vous n'avez pas confiance en vous, quand vous n'estimez pas que vous êtes à la hauteur de tout ça, vous allez très vite penser tout le temps, même si les autres ne pensent pas la même chose que vous, même si vous avez plus de compétences, le simple fait d'avoir peur que l'autre arrive à votre niveau fera que vous n'allez pas faire ce qu'il faut. Vous allez rester là tout le temps à penser que c'est l'autre le problème alors que c'est vous-même. Vous n'allez pas atteindre les objectifs de l'entreprise parce que vous ne voulez pas que les autres vous aident. Quand l'entreprise évolue, c'est vous le manager qu'on remercie avant de dire, et vous allez dire oui, c'est grâce à vous, c'est grâce à mes collaborateurs. Donc si vous restez là à penser que le collaborateur en lui déléguant des tâches peut arriver à votre niveau et vous challenger, vous n'allez pas travailler pour atteindre les objectifs. Et le jour où les autres vont se rendre compte que vous n'avez pas atteint les objectifs, qu'ils vont confier une parcelle de votre tâche à un collaborateur qui fera mieux, c'est en ce moment que vous allez vous rendre compte en fait que c'est le fait d'avoir eu peur qui fait que le collaborateur vous a remplacé et non parce que vous lui aurez laissé le temps d'apprendre à vos côtés.
donner de l'expérience aux autres permet également d'acquérir d'un autre pan, de se rendre disponible pour apprendre aussi de notre côté. Mais quand vous êtes là tout le temps à penser que ce sont les autres, le problème ne sera pas là et vous allez vous entraîner aussi. En même temps, Roger, imaginons. Accepter de déléguer son pouvoir. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand je vais seul, je vais vite. Mais quand on va ensemble, on va loin. Ça veut tout dire. Il y a déjà, dans cette notion que vous venez de dénoncer, la question du développement et du sous-développement. La question des having et des no having. Parce que lorsque vous acceptez d'aller ensemble, vous allez loin. Il ne faut pas craindre un esprit de compétition. C'est l'esprit de compétition qui crée le développement. Et c'est parce que nous n'acceptons pas l'esprit de compétition que l'Africain est là où il est aujourd'hui. Et nous sommes à la traîne. Sur tous les continents, les pays les plus pauvres se retrouvent en Afrique. Et si nous ne changeons pas notre mentalité pour pouvoir donner la main, pour pouvoir entraîner beaucoup de gens à devenir des entrepreneurs, des créateurs de richesses, nous n'allons pas aller loin. C'est pour ça que, moi je dis, il est obligé de donner, d'accepter la délégation de pouvoir, pour pouvoir transmettre un peu de ce qu'il connaît, parce que je vous dis une chose, lorsque vous êtes un père et que vous avez fait des enfants, si les enfants ne grandissent pas plus que vous, vous avez échoué. Parce que les enfants doivent être l'arbre sous lequel vous allez vous abriter demain. Et si cette table-là ne crée pas d'ombrage, vous allez rester où? Sous le soleil. C'est pour cela qu'il faudrait absolument donner la délégation de pouvoir. En donnant la délégation de pouvoir, vous créez beaucoup de compétences, vous créez beaucoup de connaisseurs, vous créez beaucoup d'entrepreneurs, vous créez beaucoup de richesses pour votre maison, pour votre quartier, pour votre arrondissement, votre mairie, votre pays et pour l'Afrique. Et si c'est plutôt le collaborateur qui n'accepte pas le travail que vous lui confiez, c'est-à-dire la tâche que vous lui déléguez. Non, en fait, en réalité, c'est, vous savez, il y a deux façons de déléguer. Oui. Il y a déléguer pour montrer que la personne n'a pas la capacité. D'accord. Ça, c'est ce que nous savons surtout faire chez nous. En Je effet. lui donne ça quand même. On va voir. Et on attend de voir. On attend de voir. Ça veut dire que c'est l'échec qui est ce qui est attendu. En réalité, c'est ça. Mais si c'est une délégation de cette façon, le collaborateur, s'il voit que c'est un piège qu'on lui tend, il peut refuser. Parce que normalement, s'il n'a jamais fait la tâche et que vous avez l'habitude de faire cette tâche-là, tout au moins, vous avez une réunion à avoir avec ce collaborateur pour lui expliquer au fait ce qu'on attend de lui. Parce qu'il faut négocier sur l'objectif, négocier sur les moyens dont il dispose, négocier également de comment ça va être évalué. Mais vous ne communiquez pas du tout et vous lui dites voilà, c'est la tâche, il faut la faire. En réalité, c'est une mauvaise façon de déléguer. Ça veut dire que vous ne voulez pas qu'il apprenne. Et il y a des managers qui sont dans cette optique-là. On ne va pas se mentir, c'est dans l'optique de montrer que tu n'as pas la capacité de faire ça. Comme si c'est le jour où lui il est venu dans l'entreprise qu'il a pu acquérir du moins cette capacité. Vous voyez, quand c'est comme ça, le collaborateur, il ne va pas accepter. Vous voyez. Or, normalement, la délégation est une opportunité pour le collaborateur, pour qu'il s'exprime mieux, qu'il gagne en compétences, qu'il gagne en confiance, et que le manager qui a délégué aussi ait un peu plus de temps libre. Parce que quand la charge du travail devient très lourde, tous ceux qui ne veulent pas déléguer sont ceux qui souffrent le plus. Les salaires des autres ne changeront pas. On aura toujours notre salaire, mais comme c'est toi qui veux avoir l'exclusivité de toute la tâche, on te laisse faire. Mais à la fin du mois, moi, je prends mon salaire. C'est le plus important. C'est le plus important à la vie. Alors, notre mot du jour pour cette thématique, c'est mission. Mission, un mot qui nous sera plutôt présenté aujourd'hui par Ali Latou, en attendant de retrouver les vidéos dans nos prochaines émissions. Ali Latou. Tout à fait. On parle de délégation de tâches et nous le savons, la délégation fait appel à une mission qui vous est confiée. C'est ça. Mission est un nom féminin. On parle d'une mission, bien évidemment, et ça a plusieurs sens. Mission peut signifier charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Là, on parle de recevoir une mission délicate.
Elle peut également signifier une fonction temporaire et déterminée dont un gouvernement, un organisme, charge quelqu'un ou un groupe. Là, on parle de parlementaires chargés d'une mission d'information à l'étranger. Ça veut dire également l'ensemble des personnes ayant reçu cette charge, faire partie d'une mission scientifique dans l'Antarctique, par exemple. C'est également le but élevé, devoir inhérent à une fonction, une profession, à une activité ou au rôle social qu'on lui attribue. Comme la mission du journaliste est d'informer. Mission a plusieurs synonymes et les synonymes peuvent dépendre du sens qu'on lui donne. D'accord. Comme synonyme, lorsque mission est employée pour désigner une tâche à accomplir, elle peut être remplacée par les synonymes tâche, rôle, besogne, charge, travail ou but. Pour désigner l'ensemble des tâches à accomplir dans le cadre d'un emploi, on peut utiliser le mot mission ou l'un de ces synonymes comme fonction, office, service ou mandat. Plus rarement, quand le mot mission désigne un groupe de personnes envoyées dans un endroit pour y remplir une tâche précise, il est synonyme de ambassade, délégation, députation ou commission. Je vais finir cette rubrique avec quelques citations. Oui. Si on ne s'estime pas investi d'une mission, exister est difficile, agir est impossible. Cette citation nous vient d'Émile Michel Quioron. Si on ne s'estime pas investi d'une mission, exister est difficile, agir est impossible. La dernière citation est du pape Jean-Paul II. La mission des femmes est d'être la société actuelle témoin de valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. La mission des femmes est d'être dans la société actuelle témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. La citation nous vient du pape Jean-Paul II. Merci pour ces recherches sur le mot mission que nous connaissons davantage grâce à vous. Et donc, je voudrais quand même vous demander, ce mot me permet de vous demander, quelle est la mission dont on vous a investi et que vous avez, disons, exécuté avec la plus grande joie parce que vous l'attendiez, je ne sais pas, quelque chose qui vous a marqué, une tâche qu'on vous a confiée, une mission dont on vous a investi, que vous attendiez, que vous avez fait avec beaucoup de plaisir. Je voudrais commencer par Roger Lumegino. Bon, vous savez, moi je suis aujourd'hui entrepreneur, Oui. mais j'ai été agent permanent de l'État. Oui. J'ai exercé beaucoup au ministère du Commerce. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, on était allé en mission en Chine, 23 pays africains. Et chaque jour, il y a un pays qui assume la mission de la représentation de l'Afrique. Vous comprenez? Bien sûr. Et c'était la journée du Bénin. On dit, bon, c'est le Bénin qui assure aujourd'hui la présidente de la délégation africaine. On devrait animer une conférence. Et puis on dit, bon, j'étais le plus âgé de la délégation du Bénin. Il y a le ministère du Commerce, le ministère des Affaires étrangères. Et les collègues ont dit, bon, doyen, c'est vous qui planchez aujourd'hui au nom du Bénin. On a fait la conférence, on a présenté notre pays à la délégation africaine et aux Chinois. À la fin de la présentation, il y a d'abord, nous Africains, on a dit, mais pourquoi au Bénin vous parlez si trop? On dit non, chez nous c'est la démocratie. On dit tout ce dont nous avons besoin. Et le Cameroun dit, si nous, Cameroun, on dit ce que vous dites là, à la sortie, on va en prison. Donc, vous voyez, nous avons représenté notre pays, nous avons vendu l'image de la démocratie béninoise. Et lorsqu'on est revenu en cabine, tous les Béninois que nous étions fiers d'avoir accompli cette mission. Mais lorsque vous revenez au pays, vous vous rendez compte,
vous faites une fiche et vous rendez compte au ministre. Et nous avons, chacun a rendu compte de ce qu'il a fait, mais la délégation du ministère du Commerce a rendu compte de façon collégiale. Notre rapport était si intéressant que on nous a invités pour dire, mais écoutez, qui a pu dire tout ce bien-là du Bénin à l'extérieur? Et nous avons, c'est-à-dire que nous avions été fiers d'avoir accompli une telle mission, d'avoir vendu l'image de notre pays, d'avoir amélioré l'image de notre démocratie à l'extérieur. Très bien. Merci pour ce partage d'expérience. Alilat. J'aurais bien voulu raconter une histoire comme le doyen, mais je vais la garder. C'était une représentation en tant que militante activiste des droits humains à Genève dans le cadre du CODAP. Oui. C'est un cours à l'endroit des activistes et où j'ai représenté le Bénin. Mais je vais raconter une histoire un peu plus récente. D'accord. Je vous ai remplacé il y a 2 semaines sur le plateau de la Cour commune. Oui. C'était pas attendu, bien évidemment, mais c'est une expérience que j'ai appréciée et j'espère que les téléspectateurs ont apprécié également. Sûrement. De toute façon, l'émission est ouverte aux téléspectateurs et si ils ont suivi et appelé, c'est sûr qu'ils ont beaucoup apprécié. Et il y a Saint-Michel et Wilfried qui étaient là également. Merci Alilatou. Wilfried. Bon, je me rappelle d'une formation qu'on devait animer à l'endroit des enseignants de comptabilité du Bénin. C'est pour le secondaire et pour le supérieur. Et on était parti dans un département. On l'a fait sur toute l'étendue du territoire. C'est le ministère des Finances qui a constitué le panel de formateurs. On était une dizaine d'experts. Et arrivé dans un département, les gens nous ont regardé. C'est les jeunes là qu'on nous a envoyés. Bon, c'était ce que les gens avaient dit. Bon, moi j'ai écouté. Moi je suis habitué à ce genre de phrases. Et le mercredi, j'ai commencé par entendre les jeunes là sont bons. Les jeunes là sont bons. C'est déjà fini la formation. Mais on a envie de faire encore d'autres sessions. Et après, on a dû répéter ça. Et le boss qui présidait la commission, il m'avait appelé. Il m'a dit, bon, vraiment, tu étais le plus jeune, tu as fait une bonne prestation. Et il m'avait donné une enveloppe intéressante. Ça m'a fait plaisir, vraiment, c'était très bien. Bon, je ne voyais pas ça venir. D'ailleurs, même, ça a commencé avec les plus âgés. Donc, c'était un comité, il y avait des 80 ans, des 75 ans, donc des gens d'un certain âge, au fait. Donc, tu étais bébé dans le lot, mais tu dis, mais pourquoi moi, bébé, dans ce effectif-là? Après, on s'est rendu compte que c'est le Bénin seul qui a formé ses enseignants sur le plan régional, sous-régional, dans l'OADA, les 17 pays. Sur les 17 pays, c'est seulement le Bénin qui l'a fait. Les autres pays ne l'ont pas fait. Donc c'est le moment de remercier Romuald Ouadagne pour cette initiative. Très bien. Sam Michel. Merci. Alors, mon histoire est un peu similaire à celle de Wilfried. Je me rappelle en 2014, je pense qu'à l'époque, je devais avoir 24 ans. Et j'étais en cabinet d'audit. Et nous sommes allés à un atelier de validation parce qu'il fallait valider un document que nous avions réalisé. Et à l'époque, il y avait un chef de mission. On a travaillé toute la journée ensemble. Et vers 15 h, le chef de mission nous annonce à l'équipe de consultants qu'il ne va pas pouvoir aller à la fin parce qu'il a une difficulté urgente en famille. Un de ses enfants a eu un problème de santé qui devait partir. Donc, entre nous, on se demandait, mais si lui, qui dirige l'équipe, il n'est pas là, on fait comment pour la présentation finale? Et il prend la parole, il dit, je pense que Sem, il doit pouvoir faire l'affaire. Donc, à la fin, il va présenter le rapport final. Et je me rappelle qu'à l'époque, à 24 ans, je venais juste d'arriver. Et dès qu'il a sorti la phrase, je me suis dit dans ma tête, je pense que ce monsieur il ne m'aime pas. Je pense que ce monsieur il ne m'aime pas. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains. Et en fin de journée, j'ai rendu le rapport, je l'ai présenté. Et à la fin de la session, la directrice générale de l'entreprise pour laquelle on faisait la mission m'a appelé et elle m'a dit je pense que vous pouvez m'être utile. Et j'ai dit ah oui. Elle dit oui, mais vous avez très bien présenté et vous étiez très technique. Je pense que vous allez m'être utile, donc s'il vous plaît, venez me voir le lundi. Et je pense que 2 années après,
avoir quitté le cabinet, j'ai rejoint cette entreprise-là. Des opportunités. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup à tous pour ce partage d'expérience. Je retiens beaucoup de choses que nous allons analyser tout à l'heure. Mais en attendant, je voudrais qu'on parle un peu du suivi de la tâche que vous avez déléguée. On a dit tout à l'heure que vous êtes responsable justement de cette tâche-là, même si vous demandez à quelqu'un d'autre de la faire, de la réaliser. Comment faire ce suivi-là pour que l'objectif soit atteint? Je démarre avec Roger Lumedjilo. Oui, il faut faire un bon suivi. Et comment il faut le faire? C'est essentiellement d'abord appeler de temps en temps pour voir le chemin parcouru. Et si la tâche est subdivisée en sous-tâches, se déplacer sur le terrain, si c'est à l'extérieur de l'entreprise, pour voir comment ces sous-tâches-là ont été exécutées. Ou bien, il faut nommer quelqu'un pour suivre la tâche pour vous et pour faire un feedback de temps en temps. Mais l'attitude la plus importante est soi-même de se porter sur le terrain, si c'est à l'extérieur, comme je l'ai dit, pour voir de vos yeux comment les tâches sont en train d'être exécutées. Et souvent, appeler aussi pour qu'on vous fasse un compte rendu verbal ou écrit pour savoir comment la tâche est exécutée. C'est important parce que il faudrait que la tâche, que la mission que vous avez confiée à votre collaborateur ait des traces, ait une histoire. Parce que demain, lorsque on arriverait au stade de compte rendu, ce ne serait pas seulement un compte rendu verbal, mais il faudrait que ce soit un compte rendu écrit pour faire un travail de comparaison. C'est pour ça qu'il est important que vous suiviez vous-même, ou bien par personne interposée, mais avec des rapports écrits. Très bien. Alila? Comment est-ce qu'il faut faire le suivi? Il faut être présent sans encombrer, bien évidemment. Il ne faut pas que celui à qui vous avez délégué la tâche se sente sous votre emprise tout le temps. Il faut pouvoir, selon l'échéance, comme l'a dit M. Lumedjilo, voir à quel niveau vous êtes par rapport à l'exécution. Et s'il n'y a pas, si l'objectif n'est pas atteint selon les prévisions, pouvoir en même temps réajuster. Mais il faut faire le suivi régulièrement, être là, que la personne également se sente accompagnée dans la tâche. Le suivi, Wilfried Kwasi. Oui, le suivi pose quelques difficultés parce que des fois, lorsque vous venez trop vers celui à qui vous avez délégué, il a l'impression que vous manquez de confiance en lui. Et des fois aussi, lorsque vous ne venez pas du tout, vous risquez d'être déçu à la fin, ou il peut dire après qu'il a été abandonné. Donc c'est de discuter avec l'intéressé et vous entendre sur comment le suivi se fera. D'accord. Donc je pense que là, la responsabilité pourra lui être imputée. C'est lui-même qui va dire non. Après la moitié du chemin, je viendrai vers toi pour te faire le point, pour que tu puisses voir si je suis sur le bon chemin. Si je ne suis pas sur le bon chemin, on pourra faire les ajustements en même temps. Donc, je pense que c'est la meilleure solution parce que quand vous venez de trop aussi, il se dit, bon, c'est parce qu'il n'a pas confiance en moi qu'il ne me permet pas de m'exprimer aussi. Ne lui laisse pas le temps d'agir. Et là, vous l'étouffez. Vous l'étouffez parce que vous tendez à lui dire comment il doit exactement faire. Alors qu'il peut y avoir aussi une autre approche qui va aboutir à un meilleur résultat ou un résultat meilleur. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Kwasi, tu permets. Est-ce que c'est conseillé de trouver d'autres personnes qu'on responsabilise pour le suivi sans pour autant dire à celui à qui on a confié la tâche qu'on est en train de lui faire un suivi? Oui, ce n'est pas interdit parce que quand vous êtes trop débordé et que vous tenez à faire vous-même le suivi, ça peut décaler en termes de délai. Et là, l'objectif n'est pas atteint parce que c'est de rendre les tâches dans le délai. Vous pouvez déléguer le suivi encore à quelqu'un qui en a l'expérience et dont vous connaissez le parfait niveau et la compétence pour pouvoir faire un suivi de ce niveau de tâches, de ce genre de tâches-là. Voilà. Très bien. Sam Michel? Alors, merci pour la question. Moi, j'irai un peu plus en profondeur. Je pense que dans la plupart des cas, le suivi et l'évaluation fait appel à beaucoup d'autres notions. C'est déjà la notion d'organisation de l'entreprise en elle-même. Et la plupart du temps, beaucoup
d'entreprises n'ont pas formalisé le cadre de délégation des tâches au sein de leur entreprise. Ce qui fait qu'on ne sait pas véritablement dans quel cadre on est en train de déléguer les tâches et on ne sait pas quel est le processus véritable d'évaluation de la tâche déléguée. Ensuite, l'autre notion aussi en termes de suivi, c'est le coaching et le mentorat. Parce que le rôle de celui qui délègue une tâche, c'est aussi d'être un mentor et d'être un coach. Si nous avons déjà un cadre qui définit la feuille de route, qui définit les délais, cela voudrait dire que celui à qui j'ai délégué la tâche sait à quel moment est-ce qu'il doit me faire des feedbacks. Les feedbacks vont me permettre à moi, qui est délégué, de pouvoir savoir si celui à qui j'ai délégué est dans un besoin de mentoring ou de coaching, puisque c'est deux choses différentes. Absolument. Que vous allez essayer de nous expliquer. Je pense que je vais laisser cette tâche à mon aîné. Vous déléguez la tâche. Donc, il faut faire la part des choses, parce qu'à un moment donné, soit il a un besoin de mentoring, soit il a un besoin de coaching. Et donc, il faut, à travers, c'est les feedbacks qui vont définir ce dont a besoin le collaborateur. Mais on insiste sur le fait qu'il ne faut pas étouffer le collaborateur. Il faut lui laisser une certaine marge de manœuvre, mais tout en gardant un certain type de contrôle pour voir un peu l'avancement des choses. Parce qu'à un moment donné, en tant que responsable de la tâche au départ, vous pourrez réajuster certaines choses avec lui. Donc, il faut être dans ces cas-là un manager qui implique le collaborateur. Il faut être dans la position de celui qui propose. Et lorsqu'on délègue, il ne faut pas forcément imposer, mais il faut toujours être dans la position de celui qui propose. Et moi, j'ai tendance souvent à dire à ceux à qui je délègue, je te propose de faire ci, je te propose de faire ça. Parce que si tu fais comme ça, ça donnera ceci. Ça met l'individu dans une position de « Ah, il a confiance en moi, il me fait des propositions, c'est à moi de décider. » Et donc, plus vous allez motiver l'individu à être dans ce modèle de délégation, et plus l'individu sera performant. Très bien. Coaching et mentorat. Bon, Wilfried Kwasi, vous êtes l'aîné. Bon, il a poussé la balle d'avocat. Oui. Je pense que sans avoir maîtrisé exactement son idée de base, je pense qu'il est en train de mettre l'accent sur le fait que soit vous donnez juste des indications ou vous êtes en permanence présent. Parce que les deux rôles ne sont pas les mêmes. Quand je parle du mentorat, c'est que vraiment vous êtes là pour aider la personne du début jusqu'à la fin. Et il a pleinement confiance en vous. Quand je parle du coaching, c'est sporadique, c'est pas en permanence. Vous le faites juste quand il a besoin de vous. Ça veut dire que c'est quand il se retourne vers vous et il vous pose un problème que vous lui dites voilà par exemple. Mais en mentorat, c'est que vous êtes beaucoup plus préoccupé même que celui qui est en train d'exécuter la tâche parce que vous êtes motivé par le bon accomplissement de la tâche et vous voyez qu'en réalité, tout ce qu'il fera dépend de vous. Alors qu'en tant que coach, je pense que vous déléguez aussi l'exécution de la tâche, mais le suivi, vous ne le faites pas entièrement. Bon, donc vous ne vous impliquez pas comme si vous étiez dans le rôle d'un mentor. Un mentor, c'est comme un père carrément. Donc vous voulez le voir ici, vous êtes beaucoup plus impliqué. Maintenant, comme il a dit, effectivement, s'il n'y a pas un cadre qui est défini pour le suivi, on ne saura pas quand est-ce qu'il faut faire des feedbacks et autres. C'est vrai, ce n'est pas dans notre culture la délégation. Si nous parlons aujourd'hui de délégation, c'est le quotidien dans les grands cabinets. Parce que tellement il y a à faire qu'on ne peut pas s'en sortir sans déléguer. On doit forcément déléguer. Mais déjà, dans la délégation, vous devez vous entendre avec la personne à qui vous avez délégué la tâche que tu me fais un retour après 2 jours. Tu me fais ce qu'on appelle un suivi des travaux. Voilà là où j'en suis par rapport à telle tâche. Voilà là où j'en suis par rapport à telle tâche. Voilà les points de blocage que j'ai, par exemple. Et il vous envoie ça par mail. Il n'a pas besoin de se déplacer. On peut ne pas se voir. Et moi, en tant que coach ou en tant que mentor, je pourrais maintenant dire, bon, on fait un call, on s'appelle. Et je te dis, par exemple, partage-moi ton écran. Je veux voir la tâche que tu as eu à exécuter. Montre-moi les difficultés. Je te dirai clairement, pour tel type de difficulté, voilà ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir résoudre ce type de difficulté. Maintenant, là, ça dépend de mon degré d'implication. Oui. Si je ne veux pas trop m'impliquer, je peux juste mettre des recommandations, mettre des commentaires. C'est ton fichier que tu m'as envoyé par mail, c'est à ça que je réponds, je te renvoie. Ou je te montre la tâche que moi j'avais exécutée et comment moi je l'ai fait. Je t'envoie ça également pour que tu puisses voir comment ça a été fait. Bon, ça te guide beaucoup plus dans l'évolution des travaux. Et tu as un exemple, tu fais comme, donc tu apprends en regardant comment l'autre a fait exactement.
Bon, donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça rapidement. Très bien. Quand on veut parler un peu de monitoring et de coaching, oui, voilà, oui. monsieur Roger. ça dépend du poids de la tutelle. Voilà. Ça dépend du poids de la tutelle. Si la tutelle est pesante, mais si la tutelle est légère, voilà. Voilà. Si tu le Oui. permets, Brunel, et comme le dit le doyen, c'est votre degré d'implication. La tutelle pesante, c'est une implication totale. La tutelle légère, c'est une implication par moment, de façon sporadique. Voilà. Très bien. Alors, l'évaluation à la fin, on a dit suivi, l'évaluation à la fin. Et je note dans vos exemples tout à l'heure que, justement, au niveau de l'évaluation ou à la fin de l'évaluation, il faut reconnaître les efforts qui ont été faits par l'agent à qui vous avez délégué votre pouvoir, votre parcelle de pouvoir, Wilfried. Oui, parce que, comme je le dis, il faut utiliser la méthode du sandwich. Hein, vous mettez les points forts en avant, après vous intercalez avec les points faibles. Bon, tu as bien fait, tu as bien présenté cette étape, tu as bien fait ceci. Par contre, ici, tu n'as pas bien fait. Bon, là, tu as bien fait. Par contre, là, tu n'as pas bien fait. L'idée d'origine, c'est de montrer ce qui n'a pas été bien fait. Mais il faut l'intercaler avec ce qui a été bien fait. Sinon, si vous venez pour dire, bon, vraiment, tu n'as pas du tout bien fait, vraiment, tu es nul, vraiment, il n'est pas nul. Moi, je dis non. Et c'est ce qui se passe souvent dans les grands cabinets. Vous avez des managers qui sont là juste pour vous plonger, pour vous enfoncer. C'est son objectif, au fait. Mais si c'est son objectif initial, ça veut dire qu'il n'y aura pas ce que vous allez faire pour lui donner satisfaction. Non. Il a déjà des a priori sur vous. Donc, tout son effort, c'est de concrétiser, de confirmer son idée d'origine. Alors qu'il faut mettre la personne en confiance. Il faut lui montrer que ici, là, elle a bien fait, là, elle n'a pas bien fait. Et vous déléguez encore davantage avec cette personne-là pour que totalement cette personne soit en confiance. Sinon, le jour où vous ne serez pas là, ça ne pourra pas se faire. Moi, je donne un conseil souvent à mes collaborateurs, y compris mes supérieurs en cabinet, je leur dis ceci. Des fois, on croit que si A démissionne, ça va être une bonne situation. Nous sommes dans un environnement de capitalisme. Les grands groupes ne recrutent pas comme ça. Quand A va démissionner, on va répartir à tout le monde les tâches de A et votre salaire ne va pas bouger. Ça veut dire que vous aurez plus de travail à faire et vous allez moins dormir. Il vaut mieux déléguer aux gens et que les gens soient au même niveau. Lorsque A qui maîtrise bien délègue, vous n'allez pas sentir le poids de la tâche. Mais lorsque c'est lui qui garde tout dans le système béninois, c'est ma soeur qui sait faire. Le jour où il s'en va, vous allez tous en souffrir, mais on ne va pas recruter quelqu'un. Ou bien, qu'est-ce qui va se passer? On va pousser un collaborateur à ce poste-là. On lui donne toute la responsabilité de la tâche qu'il ne maîtrisait pas. Donc, il faut qu'il souffre pour découvrir. Oui. Il peut être coaché de loin par celui qui a démissionné. Son salaire ne bouge pas. On ne recrute pas. Donc, la responsabilité et le poids de la tâche impactent maintenant ce que vous avez comme attribution. Vous voyez maintenant répartir les attributions de l'autre qui est parti sans en avoir l'expérience, ni la compétence, ni la rémunération. En fait. Donc, rien de gagner. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est très important de pouvoir déléguer et de faire le suivi, mais il faut formaliser le suivi. Moi, l'évaluer, je dois pouvoir savoir ce que tu veux venir vérifier. Est-ce que c'est la forme, c'est le fond? Ici, voilà l'attendu, au fait. Et voilà ce que moi j'ai fait. Le rendu devrait être comment? Il faut qu'on s'entende sur les caractéristiques du rendu déjà au moment de la délégation de la tâche. C'est pas au moment où l'évaluation sera faite, du moins ce que tu vas me dire, non, ici, là, voilà comment cela devrait être. Mais comment? On ne peut pas corriger une copie sans connaître le barème, tout ça, là, voilà un peu. Ça, Michel. Alors, oui, il est intéressant de reconnaître la valeur du travail qui a été fait par le collaborateur. Comme Stéphane Covey le dit, la meilleure minute que vous avez à utiliser dans votre entreprise, c'est la minute que vous utilisez sur votre collaborateur. Et donc, lorsque quelqu'un réalise quelque chose d'extraordinaire ou qu'il réalise une tâche avec performance, il faut la lui reconnaître. Et généralement, ce qu'on a tendance à faire, c'est de reconnaître nos collaborateurs à la fin de l'année. Beaucoup de chefs d'entreprise disent, bon, à la fin de l'année, lorsqu'on va organiser la fête de l'entreprise, on va reconnaître les meilleurs. Je pense qu'aujourd'hui, le management a tellement évolué. Et quand on parle de management minute, par exemple, c'est de féliciter sur champ, sur place, de reconnaître à celui qui a réalisé quelque chose sur le moment. Ça a un effet dopant. C'est comme quelqu'un qui vient de réaliser quelque chose d'extraordinaire, il était premier de sa classe. Votre enfant est premier de sa classe et vous le regardez, vous dites d'accord, c'est bien, d'accord, ok. À la fin de l'année, tu auras ton cadeau. Quelque part, ça peut le décourager. Et s'il n'est pas assez automotivé, il peut laisser tomber.
Mais par contre, lorsqu'il est premier et que vous le reconnaissez, que vous le célébrez, que vous lui montrez que être premier, c'est quelque chose d'extraordinaire, tu as fait quelque chose de bien, vous allez voir qu'il aura tendance à se dire, il faut que je reste. Si j'ai tout ça, en étant premier, vaut mieux que je fasse ça et je continue à être premier. Donc, il faut savoir reconnaître aux individus ce qu'ils ont réalisé parce que ça a un effet d'offrant. C'est bien pour l'individu et surtout s'il veut apprendre, lorsque vous le montrez dans ces conditions, les points où il n'a pas excellé, il est plus à même de recevoir vos critiques et de pouvoir véritablement travailler sur lui-même pour s'améliorer. Très bien. Je dois libérer Wilfried Kwesi qui doit retrouver d'autres tâches. Merci. Votre mot de fin quand même sur la délégation. Merci Brunel. La délégation, je crois que c'est une nécessité pour une entreprise qui se veut être plus performante et qui veut normalement que tous les acteurs contribuent à la performance. Parce que ne pas déléguer, en quelque sorte, c'est exposer l'entreprise. Quand quelqu'un partira et que c'est lui qui détient l'expertise de la tâche, on va se retrouver à se perdre, à cafouiller, ce qui n'est pas bon pour la renommée et la réputation de l'entreprise. Je vous remercie. Merci Wilfried Kwesi. Voilà, installé Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment est-ce que vous allez Nafissat? Ça va très bien. Merci d'être là ce matin. Le message sur le sujet. Nous avons quelques messages sur le sujet. Nous allons commencer par celui de Astou. Oui. Si ce sont des tâches qui m'ont été assignées, je ne les délègue pas à mes collaborateurs. Parce que de un, si tu délègues ces tâches, ton patron ne va pas te considérer. De deux, ce n'est pas bon pour vous-même. Ça vous fait perdre la main et une grande considération auprès de vos collaborateurs. D'accord. Là, c'est une vraie inquiétude. Hein. C'est-à-dire que si on délègue des tâches, le responsable, son patron hiérarchique, c'est ça, ne va pas apprécier. C'est ce que je comprends. Et donc, les collaborateurs aussi, disons, en déléguant, vous perdez la main sur la manière de réaliser certaines tâches. C'est Michel. Alors, je vais donner un avis assez clair sur la question. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de peur en matière de délégation. Mais il est important de savoir quelque chose. Lorsque je suis manager, c'est que j'ai déjà fait mes preuves. C'est qu'à un moment donné, tout le monde sait que je peux réaliser cette tâche. On me l'a vu faire. Et dès le moment où on m'a vu faire, et on m'a vu très bien le faire, je peux pouvoir le déléguer sans avoir la crainte que mes collaborateurs aient une non-considération pour moi. Parce qu'en fait, on est sûr du fait que je peux moi-même réaliser cette tâche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre de l'altitude par rapport à cette crainte-là. Parce que vous avez besoin aussi de temps pour pouvoir vous améliorer et devenir performant. Je vais vous donner un exemple simple. En 2018, j'organisais un séminaire international avec un cabinet tunisien. Et lorsqu'on était à la formation, la Tunisienne qui était venue pour faire la formation m'a dit une chose. Elle m'a dit, mais pourquoi tu animes encore ce type de formation? Et je n'ai pas eu de réponse claire à lui donner. Elle m'a dit, mais pour ton niveau, pour ton grade, tu devrais laisser tes collaborateurs pouvoir animer ce genre de formation parce que c'est des formations basiques. Et j'ai tiqué, et elle a senti en fait dans mon comportement que ça me gênait. Et elle m'a dit une phrase, elle a dit, si tu ne les laisses pas faire ces formations, tu ne pourras pas animer d'autres formations d'un niveau plus élevé. Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné, il faut changer de niveau. Il faut chercher tout le temps à avancer. Et pour avancer, vous avez besoin de temps. Je prends aussi ceux qui, par exemple, sont déjà dans un emploi et veulent avoir peut-être un diplôme supérieur. J'ai une licence, je suis dans un emploi et je veux avoir un master. C'est très compliqué. Oui. Pour la majorité des gens, c'est très compliqué. Et si vous êtes déjà dans un emploi de responsable de département, là, c'est encore plus compliqué. Et donc, il va falloir déléguer pour pouvoir apprendre et rendre plus performants vos processus. Et donc, c'est en ayant une attitude un peu moins craintive qu'on arrive véritablement à dépasser cette peur-là et à pouvoir véritablement être performant en entreprise. Alors, moi, je me pose quand même, est-ce que ça ne pose pas le problème de qui peut déléguer, en fait? Qui peut déléguer? Bien sûr que oui. Tout le monde ne délègue pas. Mais il faut déjà avoir des collaborateurs et
diriger quand même une équipe pour pouvoir déléguer. Mais si je suis un collaborateur et que je suis au bas de la chaîne et qu'on me demande de faire un travail et que je confie à un collègue, là, ce n'est plus une délégation parce que là, je suis en train juste d'esquiver la tâche qu'on m'a confiée en réalité. Oui, tout le monde ne peut pas déléguer. Pour déléguer, il faut être à un niveau de responsabilité donné et avoir des collaborateurs qu'on dirige. Un collaborateur, vous pouvez demander un service temporairement, je suis occupé, est-ce que tu peux m'aider? Mais ce ne sera pas comme si vous aviez de l'ascension sur la personne et que vous lui demandez, vous lui donnez une parcelle de votre pouvoir. Oui. Là, vous aurez vraiment des problèmes avec votre patron. Il y a Adek qui nous dit: je ne peux déléguer à mes collaborateurs les tâches dont moi-même je suis capable de faire, mais suis science tenante. Je ne suis pas disponible à les exécuter pour raison de santé et autres empêchements très urgents. Je ne peux que leur demander ce que moi-même je peux faire. D'accord. C'est vrai que j'ai pas compris. C'est-à-dire que si ce n'est pas cas de force majeure, il ne délègue pas. C'est ça, en réalité. Roger Lumedjino. Oui, si ce n'est pas cas de force majeure, pourquoi je vais déléguer? Et d'abord, pour déléguer, comme l'a dit, il faut d'abord être chef. Si je suis chef de famille, c'est parce que j'ai des gens sous ma responsabilité. C'est pour ça que je vais déléguer. Donc, on ne délègue pas n'importe comment et n'importe quand. Mais il ne faut pas attendre d'être malade avant de laisser la place à quelqu'un de pouvoir vous aider. De vous aider à faire la tâche quand même. Et lorsqu'on est malade, il faut d'abord avoir la tradition de la délégation. Il faut avoir la tradition de la délégation. Et lorsque vous êtes indisponible par une maladie, il va de soi que quelqu'un d'autre devra le faire, tout simplement. Oui, mais je pense que dans ce cas, il y a un biais en termes de management. Parce que si je ne délègue pas à mes collaborateurs, si je ne leur donne pas l'opportunité d'apprendre, de découvrir, le jour où je me retrouve malade dans mon entreprise, ça veut dire qu'il n'y a plus personne en réalité pour faire. Je prends un exemple simple. Je prends Brunel, je prends toutes les autres journalistes qui arrivent à tenir ce plateau. Imaginez un peu, et je ne le souhaite pas bien sûr, que les 3 dames qui sont avec nous aient des empêchements de santé et qu'il n'y ait plus personne d'autre pour gérer ça. Ça va devenir une situation délicate à gérer parce qu'il n'y aura plus personne avec la compétence pour le faire. Donc il ne faut pas attendre d'être malade ou d'être dans les situations critiques pour pouvoir déléguer. À des moments donnés, il faut déléguer pour former quelqu'un à pouvoir véritablement assumer lorsque vous n'êtes pas là. Et vous savez, généralement dans l'administration publique, c'est les problèmes que nous avons parce qu'on ne délègue pas et à un moment donné, quand on part, on ne trouve même pas d'intérimaire pour assumer le poste. Normalement, quand je suis chef, je prépare la relève. Le rôle d'un chef, c'est aussi d'emmener les autres à émerger et à devenir meilleurs. Si je deviens un numéro 1 dans mon métier et qu'après moi, il n'y a personne dans le métier pour être un numéro 2, cela voudra dire que je n'ai pas assumé ma tâche de responsable. Là, je voudrais dire quelque chose. Et c'est un drame dans l'administration publique. C'est vrai qu'on a beaucoup indexé l'administration publique. C'est un drame dans l'administration publique. Il faut faire attention. Là, il a appuyé sur un bouton sur lequel je voudrais intervenir. Parce que quand un responsable de l'administration publique qui doit pouvoir signer un document n'est pas là et qu'il fait 3 mois de mission, le document est là. C'est pas bien. Personne ne peut signer. Personne ne peut signer. Alors que on doit pouvoir désigner quelqu'un pour vite liquider le dossier. Et c'est pour ça que l'administration publique ne doit pas être une administration de dilatoire. Il faut faire en sorte que ça aille vite. Et c'est très important. Très bien. Je suis perfectionniste et quand il s'agit de travail, je ne suis pas tranquille. Quand je dois laisser faire d'autres personnes, surtout quand la responsabilité m'incombe. Donc, je confie à mes collaborateurs les tâches subalternes en ayant un œil sur comment ils les exercent. C'est comme une crise de confiance, mais bon, c'est moi ça. Il m'arrive dans mon travail de réécrire carrément tous leurs commentaires parce qu'ils satisfait. Cela amène parfois des tensions, mais bon, je n'y peux rien.
Temos. Oui, Temos, merci bien. C'est-à-dire qu'il refait carrément tout le travail parce qu'il n'est pas satisfait du rendu qui lui a été fait. Bon, est-ce que c'est... Il faut complètement... Temos doit comprendre en fait que les autres ne sont pas lui et qu'il n'est pas les autres. Chacun a sa façon de fonctionner. Vous êtes là, un manager est là pour comprendre les autres et les amener également à atteindre les objectifs, pas à faire la même chose, s'y prendre de la même façon que soi. L'essentiel, c'est que l'objectif soit atteint. S'il dit qu'il réécrit ses commentaires, je suppose qu'il est peut-être dans la presse ou dans l'information et tout ça, qui lui dit que ce que lui, il réécrit, ceux à qui le message est destiné aiment ça. Peut-être que c'est le message, la façon dont l'autre écrit que quelqu'un d'autre aime, donc il ne peut pas être focus sur ce que lui il veut, ce qu'il doit rendre. Alors pourquoi il délègue si c'est pour se donner encore plus de travail? Roger, vous voulez réagir? Non, c'est bon. Ça peut aller? Ça peut aller. Il faut juste améliorer, pas tout réécrire. Il y a Daniel qui nous dit que la délégation n'est pas forcément un réflexe intuitif. Peur de perdre la main, de laisser une part de son pouvoir. Effectivement, la délégation passe par une confiance que l'on manifeste à l'encontre de ses collaborateurs. Cela dit, elle doit être proportionnelle à leur capacité d'autonomie avec les niveaux de prise de décision qui vont avec. Le manager doit également aller au bout du processus et laisser son équipe agir complètement dans le cadre défini de cette délégation au risque de la démotiver. Merci pour le sujet. Très bien, merci à lui pour le message. Une réaction? Oui, une réaction, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire de la délégation, ça doit devenir une habitude, mais aussi c'est apprendre à se libérer de ses craintes. Je pense qu'en Afrique, nous avons beaucoup peur de déléguer. Mais je voudrais insister sur quelque chose. Oui. Le rôle du manager, c'est d'emmener les autres aussi à émerger. Et donc, si on reste dans la position de quelqu'un qui a toujours peur de déléguer, il ne pourra pas faire des autres aussi des personnes performantes, des personnes efficaces. Et je voudrais dire, on ne devient pas meilleur en un jour. Tout s'apprend. Et le rôle de celui qui est notre devancier, c'est d'apprendre aux autres à devenir meilleurs. Si je suis meilleur journaliste du Bénin, ce n'est pas en un jour, c'est en beaucoup d'années qu'on devient meilleur journaliste ou meilleur impresario. Et donc, toute l'expérience que moi j'ai eue, je dois pouvoir la partager avec d'autres personnes. C'est aussi ça le rôle d'un manager. Ce n'est pas juste conduire, mais aussi emmener les autres à émerger et à s'épanouir. Nafisat. Je ne confie à personne ce qu'on me demande. Je fais tout pour y arriver. Et surtout, quand je suis aux commandes, je ne dérange pas. Il suffit juste que chacun fasse ce qu'il a à faire. Joël. Bon, Joël est catégorique. Pour finir, Romaric nous dit, je mets chacun devant ses responsabilités. Ça me facilite la tâche. Donc, je ne donne pas à Jean ce que Pierre doit faire. Oui, chacun doit connaître ses tâches exactement et pouvoir les maîtriser, les faire efficacement. La pensée de ce matin. Oui, nous allons poursuivre avec la pensée. L'une des meilleures façons d'aider quelqu'un est de lui donner une responsabilité et de lui faire savoir que vous lui faites confiance. L'une des meilleures façons d'aider quelqu'un est de lui donner une responsabilité et de lui faire savoir que vous lui faites confiance. Merci. Un avis sur cette pensée de ce matin, Roger Loumengino? Je crois que tout a été dit. Tout a été dit, tout simplement. Tout a été dit. Alinette. Oui, il ne faut pas toujours donner du poisson, il faut apprendre à pêcher. Et on l'a dit sur ce plateau, déléguer une tâche, c'est faire preuve de confiance et de responsabilité. Donc la personne se sent, je ne veux pas dire importance, mais la personne voit le poids de cette responsabilité et se donne pour satisfaire, atteindre les objectifs. Donc ça lui permet chaque fois d'être meilleur tout en essayant de satisfaire à cette tâche qu'on lui a confiée. Très bien. C'est Michel? Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. La meilleure des choses pour un entrepreneur, un manager, c'est de pouvoir travailler à l'épanouissement
et à la performance de ses collaborateurs. Donc, il doit partager la manière de faire, la manière de réaliser et la manière de devenir soi-même performant sur les tâches. Lui montrer qu'on a confiance en lui. C'est une citation qui nous vient de Booker Washington. Il est né le 5 avril 1856 dans une petite plantation de tabac dans le comté de Franklin en Virginie. Il est enseignant, écrivain américain et un défenseur des droits des Afro-Américains. Très bien. Merci, Nafissat. Nous allons poursuivre avec quelques notes d'humour. Oui. À la maison, je fais toutes les tâches ménagères et c'est ma femme qui les nettoie. À la maison, je fais toutes les tâches ménagères et c'est ma femme qui les nettoie. Il fait quoi finalement? Il crée les tâches. Voilà, il crée les tâches et la femme nettoie. Oui, il est gentil, vraiment, très très gentil. Les femmes, on a trop. Oui. J'ai apprécié le principe de chacun chez soi avec ma femme jusqu'au moment de faire le ménage. La délégation de tâches. Le ménage, c'est souvent compliqué à faire, bon, chacun chez soi, d'accord, mais c'est vrai qu'avec les maris, c'est souvent compliqué de déléguer cette tâche-là, si ce n'est pas les enfants, c'est pas évident, hein. C'est Michel, je vous vois bouger de la tête. C'est pas du tout évident. Les hommes n'aiment pas faire le ménage. Ah non, on n'aime pas faire le ménage. Il reconnaît que les hommes... Oui, mais je pense aussi que c'est une question d'éducation. C'est un problème à la base. Oui, c'est un problème à la base et je pense que c'est un problème africain. On éduque les garçons comme ceux qui ne font rien à la maison. Donc, mais je pense que de plus en plus, c'est en train de changer. Moi, c'est une programmation culturelle. Oui, c'est une programmation culturelle. Moi, je pense qu'à l'époque, nos parents nous faisaient balayer, nous faisaient faire la cuisine. Donc, moi, ça ne me pose aucun souci aujourd'hui de me faire à manger, de faire le ménage. Ce n'est pas un souci parce qu'on a été programmé comme ça. Donc, je pense que c'est, comme l'a dit le doyen, une programmation culturelle qu'on doit refaire. Ça va changer. Chérie, tu peux passer l'aspirateur. Tiens, chérie, je te le passe. Il a tout compris. Ah oui, le mot passer. C'est ça, deux significations complètement différentes. Hein. Tu peux passer l'aspirateur et je te le passe. Je te le passe. Oui. Passe-le toi-même. Très bien. Ce sera tout pour l'humour. Alors, je voudrais quand même vous demander, en matière de délégation de tâches, quelle est la tâche la plus importante que vous ayez reçue comme mission? Parce que tout le monde a partagé son expérience ici ce matin. La plus intéressante ou bien la plus importante pour vous comme mission que vous ayez reçue et comment vous l'avez effectuée pour que le résultat soit là? Diriger les hommes, ce n'est pas facile. Pas du tout. Donc, on essaie de gérer au quotidien et j'espère que ça va prendre. Qu'est-ce qui n'a pas été facile? Parce que chacun avec ses comportements, ses humeurs et tout. Son éducation. Donc, voilà. Donc, on est obligé de faire avec un peu de délicatesse et tout pour que chacun trouve son compte. Très bien. À l'arrivée, l'objectif était atteint? Pas encore, mais ça va venir. Bien, ça va sûrement venir. Comme on le dit, on ne devient pas meilleur en un jour. C'est Michel l'a dit. C'est un processus. Exactement, c'est un processus. Alors, pour finir ce plateau, je voudrais quand même, on a parlé des tâches, de la délégation de tâches à la maison. Est-ce qu'un enfant qui reçoit bien, qui aime bien faire les tâches qu'on lui délègue à la maison est synonyme de quelqu'un demain qui va bien exercer ce qu'on va lui confier dans une entreprise ou bien dans son milieu professionnel? C'est Michel. Alors, je pense que c'est une colle que vous me posez. Je pense qu'un enfant qui est ouvert à l'exécution des tâches déjà à la maison est déjà ouvert d'esprit. C'est quelqu'un qui apprend. Vous savez, lorsque vous envoyez un enfant au marché tout le temps, à un moment donné, il devient bon. Oui. Ça devient un bon acheteur. Oui, donc, c'est quelqu'un qui est déjà ouvert à la tâche. Et c'est quelqu'un qui vous donne déjà des signaux sur en réalité ce qu'il est capable de faire. Parce que lorsque vous suivez votre enfant, vous savez s'il aime aller au marché ou s'il aime aller faire le ménage. Ça vous permet déjà d'orienter les futures tâches que vous allez lui confier. Mais ça, on dit long aussi sur sa personnalité parce que
tant qu'une personne est ouverte d'esprit, c'est une personne qui va apprendre. Et donc, on peut peut-être estimer qu'à l'avenir, lorsqu'il sera en entreprise, il aura plus un esprit d'ouverture qui va lui permettre d'apprendre et de pouvoir devenir plus performant en entreprise. Roger Lumengino. La famille, comme je l'ai dit, et je l'ai toujours chanté, c'est un haut lieu d'apprentissage, un haut lieu de formation. C'est l'école qui vient tout compléter. Et donc, quand l'enfant marque déjà beaucoup de dispositions d'esprit à la maison, c'est un atout majeur et qu'il faut saisir. C'est pour ça que tous les enfants ont des talents. Il faut savoir les détecter et les pousser loin pour qu'ils soient utiles à la société. Alilat? Je pense que sur la question, tout a été dit. Hein. Comme on dit, la famille est la cellule de base de la société. Si dans la famille, vous arrivez à bien faire les choses, c'est évident, si la société ne vous corrompt pas, que vous puissiez arriver à bien faire les choses également. Donc si je refuse, il y a certains enfants qui disent par exemple que telle personne est mieux pour faire la vaisselle que moi, oui, parce que ça dépend. Si vous êtes, si vous n'aimez pas faire les vaisselles, vous n'irez pas vous retrouver dans une société à la restauration où on va vous confier les vaisselles. Mieux. Mais ça peut arriver quelquefois, mais ce ne sera pas un travail qu'on va vous confier, qui va vous mettre hors de vous, même vous serez obligé de faire. Mais même dans l'obligation, vous apprenez, finalement, vous allez vous rendre compte que c'était pas si mal que ça. Donc, je peux. C'est ça. En fait, ça, on va revenir justement sur cet aspect de la chose qu'on disait un peu plus tôt, qu'il faut savoir quelle tâche déléguer à telle personne suivant ses compétences ou autres. Mais on peut aussi déléguer une tâche en estimant que même si la personne n'a pas encore ce qu'il faut, va apprendre à le faire justement. Pas forcément parce qu'il l'a déjà. C'est Michel. Ok, oui. En réalité, tout est dans la manière de déléguer. Vous savez, parfois, on délègue des choses et celui à qui on délègue ces choses-là, lui-même ne se rend pas compte qu'il est dans une délégation. Parce qu'en fait, le manager l'a si bien fait que ça ne se ressent pas comme une délégation. Parfois, vous savez pertinemment que le collaborateur à qui vous voulez déléguer ne peut pas réaliser la tâche. Et donc, vous le mettez dans une position de mentoring, c'est-à-dire, viens m'aider à réaliser cette tâche-là. Sous ma direction. Sous votre direction. Donc, vous lui dites, voilà comment on commence, voilà comment on avance, voilà le processus pour pouvoir évaluer telle chose ou telle chose. Mais il ne se rend pas compte qu'en fait, vous êtes en train de lui déléguer la tâche. Donc, tout est dans la manière, en fait, de déléguer. Parfois, il y a des tâches qui rebutent. Dès que vous avez la tâche, ça vous rebute. Mais lorsque vous avez quelqu'un avec vous qui vous montre comment la faire, qui vous montre comment le processus se passe, vous vous rendez compte que, je peux réaliser la tâche. Et dès le moment où vous avez pris confiance que vous pouvez réaliser la tâche, à terme, vous êtes plus à même de pouvoir être indépendant sur cette tâche-là. Très bien. Nous allons boucler ce plateau. Je voudrais prendre vos mots de fin sur la délégation de tâches que doivent retenir les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis 7 heures du matin. Roger Lumengino. Oui, la délégation de pouvoir, c'est nécessaire. Et comme on l'a dit, quand on va seul, on va loin. Mais quand on va ensemble, quand on va seul, on va vite. Mais quand on va ensemble, on va loin. On a tout dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut forcément déléguer pour aller loin. Très bien. Merci. Alilat? Déléguer est essentiel. Ni vous, ni personne n'est apte à tout faire tout seul. Et dans la délégation, vous vous donnez également du temps pour apprendre, pour faire d'autres expériences et vous amener votre équipe à donner le meilleur d'elle-même pour atteindre vos objectifs. Nafisat? Une personne qui vous délègue des tâches, c'est qu'il vous fait forcément confiance. Donc assurez-vous de bien faire ce qu'on vous demande de faire et tout ira bien. Ça, Michel? La délégation de tâches aujourd'hui est une composante essentielle en matière de management. Et il faudrait travailler aujourd'hui à oublier ses peurs, à oublier ses inquiétudes et à en faire véritablement un atout en matière de performance, en matière d'excellence au sein des entreprises africaines.
Merci infiniment, Saint-Michel, Alilatou Draman, Roger Lumencino, Nafissatou Hassani. Il y avait également sur le plateau Wilfried Kwesi et aussi Fernando Sessou. Merci à vous tous pour la participation à cette thématique du jour. Moi, je vous quitte en vous laissant cette citation de George Washington qui nous dit que c'est absolument nécessaire pour lui d'avoir des personnes qui peuvent penser pour lui aussi bien qu'exécuter ses ordres. C'est important de penser pour l'entreprise qui vous recrute, de penser pour votre manager, pourquoi pas, mais aussi d'exécuter les ordres. Il y va de l'évolution de l'entreprise. Et si vous êtes un manager et que vous n'avez pas cette personne-là, ce qui comptait pour exécuter les ordres et également penser pour vous, créez-en, c'est sûr qu'il y a quelqu'un juste à côté de vous qui puisse vous aider dans cette tâche-là. Merci infiniment de nous avoir suivis. Rendez-vous demain.